Bonjour Pascal Blanchard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Aujourd'hui, le 12 juin 2024, nous sommes dans le parc de l'Université de Strasbourg, au Palais U, derrière le jardin botanique. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Ça veut dire qui est Pascal Blanchard? En plus, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui, tout à fait. C'est un nom et un prénom assez connu. Alors, je ne suis pas l'historien spécialisé dans l'Afrique noire, le Pascal Blanchard très médiatique. Je suis un autre Pascal Blanchard. Je suis né en Afrique du Nord, exactement à Tlemcen en Algérie. Il y a très longtemps déjà. Et voilà, je vis actuellement à Strasbourg, ses environs. Je suis un artiste plasticien, un artiste visuel. Ça fait de nombreuses années, donc j'ai commencé par les réseaux sociaux, notamment par Facebook. Je suis présent sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, où j'anime depuis de nombreuses années donc des publications concernant la peinture, l'art, la littérature, l'actualité, ce qui me permet de nouer des liens avec de nombreux artistes également, non seulement en France, mais également dans le monde entier. Voilà, ce qui est assez intéressant. Tu es un poète aussi, donc est-ce que tu peux parler un petit peu de ça aussi? Tu écris des haïkus? Oui. Seulement le haïku ou bien tu écris des autres choses aussi? J'ai écrit plusieurs choses, pas seulement des haïkus. C'est vrai que dernièrement j'ai fait toute une série de haïkus pendant une année avec un haïku par jour. J'ai choisi cette forme parce que j'adore les formes brèves d'une manière générale et en particulier le haïku, mais peut-être pas dans l'acceptation japonaise du haïku, tout en respectant quand même certaines choses. Ça veut dire? Ce sont des haïkus libres? Alors, haïku libre, alors je conserve quand même la forme du haïku, mais c'est vrai que je prends certaines libertés avec le haïku. Voilà. Ça veut dire? Quelle liberté? Alors les libertés, c'est les libertés du sujet, la manière dont c'est fait, même si de temps en temps j'apporte des petites indications en fonction du temps, puisque c'est un haïku par jour, et donc quand on traverse l'ensemble des saisons, bien sûr c'est différent. Mais toujours, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le côté instantané. Voilà. Ce qui m'intéresse aussi par rapport à la photographie, où je pratique aussi la photographie Polaroid, qui est aussi des instantanés, voilà, en quelque sorte. Est-ce que tu appliques aussi la mesure des haïkus? Ça veut dire 5-7-5 où il y a plusieurs choses? Oui, tout à fait. Oui. Là, je respecte ça parce que ça me permet d'avoir finalement une contrainte, voilà, une contrainte poétique. J'essaye de garder au mieux justement cette contrainte poétique et en apportant également d'autres choses, bien entendu, par rapport au haïku, voilà, se distinguant des haïkus japonais. Et quand tu as commencé à écrire? Ah, ça, j'en ai fait il y a très longtemps. Alors, j'ai commencé à les partager également quand est arrivé les SMS. C'était une façon d'écrire et je m'étais dit tiens, ce serait sympa d'envoyer des haïkus, une forme brève comme ça, sous forme de SMS. Donc il y a quand même quelques années. Et puis j'en écris par intermittence. Et l'an passé, j'ai commencé à en écrire, me donnant un but d'en faire un par jour pendant pratiquement un an. J'espère que ce ne sont pas les haïkus de 140 caractères. Non plus. Et comment tu écris, construis, crées ta poésie? Alors souvent je m'inspire, concernant le haïku, c'est souvent par rapport à une émotion première, quelque chose qui va m'interpeller dans la journée, et que j'essaye finalement je ne dis pas de retranscrire, mais essayer de me souvenir,
du moment émotionnel que j'avais à ce moment-là. Et les auteurs, les gens, les artistes qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, soit dans l'écriture, soit dans la photographie, soit, comme on dit, dans les œuvres, dans le côté plastique. Alors là, c'est très, ça c'est très, comment dire, il y en a beaucoup parce que j'ai fait des études de beaux-arts il y a de nombreuses années, voilà, où j'ai étudié la peinture essentiellement, et j'étais très influencé par la peinture américaine à l'époque des années 70. Donc des gens comme Robert Ryman, comme Ellsworth Kelly par exemple, tout simplement par exemple aussi des peintures minimalistes. Voilà, ça m'a beaucoup influencé à l'époque. Un artiste peut-être qui a été pour moi un choc à cette époque-là, dans le début des années 80, que j'ai vu à Paris, c'est Blinky Palermo, donc, qui est un artiste allemand qui est décédé assez brutalement, mais qui pratiquait vraiment un type de peinture que j'appréciais particulièrement à cette époque-là. Et j'ai gardé toujours par rapport à la peinture abstraite, par rapport à l'abstraction d'une manière générale, au minimalisme, oui, j'ai gardé certains amours. Voilà. Et la photographie? Alors la photographie, j'ai appris aussi pendant mes études la photographie d'art en particulier, bien entendu, et puis les techniques de la photographie, mais je ne suis pas devenu un photographe professionnel. J'ai pratiqué tout le temps la photographie d'une manière ou d'une autre, plutôt à titre personnel, qui pouvait me servir dans mon travail plastique essentiellement. Et je suis revenu ces dernières années à la photographie, notamment à la photographie de rue. Voilà, je suis membre aujourd'hui de Street Photography France, qui est un collectif de photographes de rue et qui est très actif. Voilà, et j'en suis très très content parce que ça permet de rencontrer d'autres photographes qui partagent la même passion. C'est basé à Strasbourg ou... Alors, Street Photography France, c'est sur toute la France, hein, mais le fondateur, Nijat Kasimov, est basé à Strasbourg. Hein, donc, mais il y a également des événements et les photographes de rue sont répartis sur toute la France. Voilà, et ils sont la bienvenue ou les bienvenus donc dans ce collectif. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, photographie de rue? Alors, photographe de rue, oui, ça veut dire quoi? oui, alors je dis photographie de rue ou street photographie France, enfin street photographie en France. Le terme street photographie est compris de tout le monde dans le monde entier. Voilà, c'est je dirais un genre photographique que tous les photographes pratiquent. Tous les photographes ont pratiqué la photographie de rue, hein, bien entendu, mais qui est un petit peu devenue très populaire à partir des années 50, 60, 70 aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Japon, par exemple. L'école japonaise de photographes de rue est très célèbre, notamment avec Daido Moriyama, pour ne citer que lui. C'est celui qui est vraiment le maître à tous, c'est Henri Cartier-Bresson qui a pratiqué la photographie de rue, bien entendu, qui en a défini un petit peu non pas les limites, mais la manière de prendre. C'était notamment par rapport à l'instant décisif, c'est-à-dire de photographier à un moment donné et surtout ne pas rater ce moment-là. Voilà. Mais d'autres photographes pratiquent la photographie de rue complètement différemment. Je pense notamment aux Américains ou par exemple aussi, je reviens à la photographie japonaise qui est quand même très, très caractérisée, ou la photographie anglaise qui apporte un certain humour également à la photographie de rue. Les peintures et dessins, quand tu as commencé, Alors la peinture, en fait j'en ai toujours fait, alors des périodes plus ou moins interrompues bien entendu, comme le dessin d'ailleurs, me suis intéressé beaucoup également aux livres, et notamment à travers la poésie, à en illustrer. Voilà, donc j'ai illustré, j'ai travaillé avec quelques poètes également, on a fait quelques livres, soit des livres d'artistes ou des livres qui ont été publiés. Voilà. Est-ce que tu as déjà publié ta poésie dans les revues ou
dans un recueil où tu envisages de publier. Et également, comme on dit, pour tes expositions, soit individuelles, soit collectives, avec les photographies, avec les peintures. Voilà, alors ça c'est un projet que j'ai justement de faire un livre, notamment avec l'ensemble de ces haïkus et avec une autre pratique qui est la mienne aussi de la photographie, c'est la photographie Polaroid. Voilà, donc c'est un recueil qui est en train de se faire, voilà, et qui je pense sera publié en fin d'année ou peut-être l'année prochaine. Alors, ce ne sera pas une illustration, hein, ça sera comment dire, un travail. Ce ne sera pas de trouver des photographies en correspondance avec le haïku, pas du tout. Hein, c'est deux choses différentes, voilà. Mais qui seront montrées de la même manière, enfin dans le même espace, c'est-à-dire dans l'espace du livre. Les expositions? Les expositions, alors j'ai participé à plusieurs expositions, c'est vrai, un peu moins ces dernières années, mais oui, pourquoi pas, je suis toujours j'aime bien montrer également le travail, je crois que c'est important, comme en photographie également, il faut montrer son travail, les publier en revue, il ne faut pas que ça reste uniquement sur les réseaux sociaux, bien entendu. La traduction, qu'est-ce que tu penses de la traduction en général, les relations avec avec tes casquettes? Ah! Oui, alors la traduction, alors je suis pas polyglotte, je me débrouille dans différentes langues. J'aime beaucoup lire la poésie dans des publications qui offrent à la fois la langue originelle et la traduction. Je crois que c'est extrêmement important, mais extrêmement difficile aussi. La traduction, c'est un peu, moi je vois ça un petit peu comme la musique. La musique, bon, voilà, le compositeur a composé une musique et la traduction, ben, ce sont les interprètes qui interprètent. C'est pour cette raison qu'on a énormément d'interprétations de quatuors, de symphonies. Voilà. C'est important, mais qu'il n'y ait pas qu'une seule traduction. Oui. Voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs traductions. Moi, ça ne me déplaît pas qu'il y ait plusieurs traductions d'une même œuvre. C'est très intéressant parfois de les comparer aussi, de voir. C'est sûr, quand on a par exemple un traducteur ou un poète, je pense par exemple à Philippe Jacotet qui va traduire de l'allemand, c'est très intéressant également de voir les autres traductions qui ont été faites, non pas forcément par un poète, hein, ça peut être par des traducteurs qui ont d'autres casquettes aussi. Hein. La traduction poétique, est-ce que c'est différent des autres traductions ou on peut dire? Je pense que c'est beaucoup plus difficile et ça demande, alors quand on a encore la chance d'avoir le poète vivant, ça demande quand même une collaboration avec ce poète pour essayer d'être au plus juste de la traduction et d'apporter exactement ce qu'a voulu dire le poète. Mais c'est compliqué parce que la poésie joue beaucoup avec les sonorités, énormément. Ça, c'est ce qui est très, très, très difficile à traduire ou à reproduire dans une autre langue. Et comment tu peins, dessines, comment tu choisis tes sujets? Ah, ça c'est oui, ça c'est très... je veux dire, la peinture, c'est plus une pratique de la peinture. Moi, ma formation, c'était comme ça, c'était une pratique de la peinture, une certaine pratique de la peinture qui entraîne, en fin de compte, une peinture dans une autre, par les différents moyens d'expression. Alors, ça peut être, si on travaille sur du papier, ça va être sur du papier. Il y a des séries comme ça, voilà, et je travaillais surtout par série. Abstrait, figuratif. Alors moi, je me situe entre les deux souvent. Voilà, je m'inspire un peu de la réalité que je transforme en une chose plus abstraite. Alors aujourd'hui, le débat entre la figuration, l'abstraction, pour moi, c'est de la peinture essentiellement. Moi, je me porte vers ceci, c'est-à-dire vers une simplification des formes pour arriver à quelque chose de plus abstrait. Et comment tu distingues un dessin d'une peinture? Alors oui. Alors les dessins aujourd'hui sont des dessins
comment dirais-je, je crois que la frontière est maintenant un petit peu éclatée depuis longtemps, parce que souvent le dessin rejoint la peinture rejoint le dessin. Hein. On a beaucoup d'artistes comme ça qui vont travailler avec le pinceau, qui vont être proches de l'écriture, proches du dessin, mais qui sont en même temps des peintres. Je pense par exemple aux personnes aux artistes du mouvement Cobra, et notamment par exemple Pierre Alechinsky, où là est-ce que c'est du dessin, est-ce que c'est de la peinture, voilà, c'est différent comme peinture, comme type de peinture, que quelqu'un qui travaille comme Karel Appel par exemple, qui travaille uniquement la peinture, mais c'est également une peinture. Donc comment dire, la limite entre les deux est extrêmement difficile, et surtout aujourd'hui où tous les genres finalement se mélangent allègrement, et on peut commencer un dessin et puis rajouter de la peinture, de la couleur par exemple sur ce dessin. Les frontières sont très difficiles maintenant à trouver. Voilà. Et c'est tant mieux, ça permet certainement une plus grande créativité de manière générale. Et ces trois casquettes, écrivain, poète, photographe, plasticien, peintre, est-ce que ça se chevauche, ou bien ce sont les domaines vraiment en parallèle et différents l'une et l'autre? Alors ça se chevauche, oui, je crois que ça fait partie de ma personnalité. Voilà, tous les jours, je peux me dire, tiens, aujourd'hui je vais faire une peinture ou un dessin, et puis l'après-midi, je vais prendre mon appareil photo, je vais aller dans la rue faire des photos, je vais aller me promener, je vais faire des photos, je vais choisir un tel type d'appareil photo également. Voilà, ça m'arrive aussi de faire un petit peu quelques vidéos comme ça mais oui, je crois que ça fait partie de ma personnalité. Personnalité un peu multiple. Voilà, comme on est au mois de juin, peut-être c'est le côté un petit peu Gémini. Voilà. Et ton écriture et ta poésie, les mêmes choses peut-être pour la photographie aussi. Tu les crées, tu les laisses, ou bien tu les travailles aussi après avoir écrit, après avoir photographié? La peinture, c'est sûr. La peinture, alors c'est pas forcément aussi sûr que ça, parce que ça m'est arrivé de reprendre des peintures parce que je les voyais autrement, ou parce que je les avais laissées de côté, en me disant, elle n'est pas finie. Alors ça, c'est aussi un grand thème de la peinture, quand est-ce qu'une peinture est finie. Mais ça m'est arrivé de la reprendre plusieurs années après, parce que ma façon de voir avait changé. Je ne sais pas si c'est un bien ou pas, j'en sais rien, mais bon, j'avais envie de retravailler ces peintures. Les dessins, c'est plutôt quelque chose une fois que c'est fait, dont je ne reviens pas souvent. La photographie également, une fois que on a fait un travail peut-être de recadrage ou de retravail de la photographie, avant peut-être impression, avant son aspect final, voilà. Mais je ne retravaille pas forcément. Pour les textes, ça m'est arrivé également de retravailler quelques textes, voilà. Mais en général, c'est une forme plutôt brute. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Pour toi, oui. Je pense que oui, c'est nécessaire. C'est vraiment... je pense que c'est nécessaire, oui. C'est une première nécessité, ça veut dire, est-ce qu'il ne peut pas vivre sans art un être humain? Non, je pense pas que l'être humain, au contraire, c'est vraiment, pour l'être humain, on le voit dans toutes les civilisations, on le voit quel que soit dans le monde entier, voilà, il y a toujours des artistes, il y a toujours des écrivains, c'est une nécessité pour la société, pour le bien de la société, qu'il y ait ceci. Hein. Tu participes aussi, c'est comme on dit, au festival, au salon, au marché de la poésie par exemple. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes réflexions, tes pensées sur ces salons-là? Et en plus, j'aimerais bien savoir quel salon de la photographie, de peinture, pour la poésie, ça existe, on peut dire en France. Voilà. Oui, alors... Moi, je les vois surtout, quel que soit le salon, que ce soit la photographie ou la poésie, par exemple, c'est des lieux de rencontre. Voilà, ça permet aux gens de se rencontrer, d'échanger essentiellement,
Alors, bien entendu, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, je pense notamment au marché de la poésie, à beaucoup d'éditeurs de se montrer, de vendre, si c'est du commerce, il y a également du commerce, que ce soit les salons de photos également, bien entendu, mais c'est surtout ce qui est important, c'est les rencontres physiques, parce que bien souvent maintenant, on a des rencontres sur les réseaux sociaux, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, d'avoir des liens comme ça avec des artistes dans le monde entier, mais c'est toujours très très bien de les voir et de pouvoir discuter, de pouvoir se rencontrer physiquement. Ben, pour moi, c'est le plus important. Et la poésie, la peinture, la photographie en Alsace, où on vit, tu suis aussi, Oui, si tout tu à peux fait. nous dire un Oui. petit peu. C'est très vivant, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a la chance d'être une région qui, au niveau culturel, offre énormément de possibilités, et notamment aux artistes et aux photographes de s'exprimer. Il y a quelques éditeurs également très, très intéressants. Je pense notamment à l'Atelier Contemporain, voilà, qui est à Strasbourg. Donc, et tout ça permet des échanges entre les personnes. C'est toujours pareil, hein, c'est voilà, les échanges. Et quand il y a des lieux d'exposition nouveaux, aussi, ça permet de bien se rencontrer et de partager quelque chose. C'est extrêmement important. Si on revient à la photographie, il y a noir et blanc et en couleur. Il y a certains puristes qui disent que c'est le noir et blanc, c'est comme une vraie photographie. Oui. La même chose aussi pour les photos analogiques et digitales aussi. Oui. Qu'est-ce que tu penses là-dessus? Non, je crois qu'il faut. Il n'y a pas de. Alors moi j'apprécie les photos noir et blanc comme les photos couleur. De la même manière, on a la chance aujourd'hui d'avoir un accès à la photo couleur qu'on n'avait pas forcément il y a de nombreuses années. Hein, voilà. Et la photo est noir et blanc. Est une photo que je dirais, alors souvent plus dramatique. On dit oui, c'est plus de la photo. Non, la photo couleur, vous avez d'excellents photographes qui pratiquent la photo couleur. Je pense pour les photographes, pour citer les photographes de rue, par exemple, à Meyerowitz, par exemple, ou à Gruyère, ou des gens qui utilisent la photo couleur. Je pense à Fred Herzog également aux États-Unis qui l'a utilisé et qui a mis en valeur dès les années 50, hein, voilà, qui a fait le choix de la photographie couleur. C'est la même chose aujourd'hui. Alors entre l'argentique et le numérique, il y a un retour de l'argentique et c'est très bien. C'est sympa aussi Est-ce qu'il y a une vraie différence, comme on dit, au niveau de tirage? Ça veut dire, on voit, comme on dit, deux photos. Est-ce que tu peux distinguer que c'est fait par une photo analogique, l'appareil photo analogique, l'autre digital? Alors oui et non, parce que quand je dis oui, oui, on peut sentir bien sûr que c'est un tirage argentique, bien entendu, mais ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'on a affaire à on a affaire aussi à un mélange entre, c'est-à-dire que on va faire des photos en argentique et après on va scanner les négatifs et on va faire des tirages, on va retravailler d'ailleurs ces photos et les tirages vont être faits en numérique. Les tirages numériques sont excellents aussi. Hein. C'est toute une façon de travailler qui a beaucoup changé avec l'arrivée du numérique et la qualité aussi des photos numériques et sur certains types de papier. Il y a vraiment de grandes possibilités créatives également avec le numérique. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle avec la photographie, avec l'écriture, avec les dessins, peinture, au niveau de droit d'auteur? D'ailleurs, comme dit, quand je parle de droit d'auteur, j'aimerais bien poser la question aussi en tant que photographe de street photographie, oui. Photographe de rue, comment tu évites ces problèmes? Voilà. Ah oui. Alors le droit à l'image en France, dans d'autres pays c'est un petit peu différent. Existe, hein, on a un droit à l'image, mais ce droit à l'image dans la rue, je ne veux pas dire qu'il ne s'exerce pas, c'est qu'il est très réglementé. Aujourd'hui, il y a eu un cas de jurisprudence qui a permis où le travail artistique l'emportait sur le droit à l'image. Alors,
avec des restrictions bien entendu, c'est-à-dire si la photographie va nuire à la personne qu'on a photographiée, par exemple si elle se trouve cette personne avec sa maîtresse ou avec son amant ou dans une situation où elle ne devrait pas être où quelqu'un pourrait attaquer ces personnes, à ce moment-là le droit à l'image s'exerce bien entendu. Donc il faut respecter. Alors, puis bien souvent il faut demander aussi, les gens se prêtent aux photos, hein, ne disent rien ou photographient eux-mêmes. Voilà, j'ai eu juste un cas un jour, c'était assez étrange d'ailleurs, il y a quelques années déjà, hein, je sortais d'un restaurant à Paris et je voulais prendre la façade du restaurant, c'est le restaurant où déjeunait Marguerite Duras, voilà, c'était un petit souvenir. J'ai pris une photo et j'ai entendu une personne qui m'a dit « et le droit à l'image ». Alors en discutant avec elle, en lui expliquant, je veux dire, elle est dans la rue, voilà, elle a été filmée par les caméras vidéo de la ville, elle a été prise en photo je ne sais combien de fois par les smartphones, donc qu'il n'y a pas de droit à l'image, il faut simplement discuter avec les personnes et tout ça. Mais en fait, ce qui m'avait beaucoup interpellé, je me suis dit, mais pourquoi elle me dit ça ? Parce que j'ai un appareil photo, alors que si j'avais eu mon smartphone, prenais une photo, elle ne me l'aurait pas dit. Pourquoi cette différence entre un smartphone et mon appareil photo ? Et là, étonnamment, elle m'a raconté, elle m'a dit non, c'est pas ça qui m'a surpris, c'est la manière dont vous avez pris la photo. C'est-à-dire, je me suis retourné très rapidement, comme si je volais la photo, finalement, comme si je lui volais son âme ou je ne sais quoi, comme si c'était un petit peu. Et ça m'a, par rapport à ma pratique, je me suis dit, maintenant il faut se montrer, quoi. En photo de rue, il ne faut pas se cacher. J'ai un appareil photo, je prends des photos, puis si les personnes veulent me dire quelque chose ou ne veulent pas la photo, j'enlève la photo, il n'y a pas de souci. Alors le droit d'auteur, oui, c'est vrai que sur la photographie, alors autant dans d'autres moyens d'expression comme la peinture, le dessin, tout ça, ça ne se pose pas. Ça ne se pose pas de la même manière. La photographie, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, pose des questions. Mais il ne faut pas en avoir peur. Je veux dire, c'est un changement, il y a une arrivée d'une nouvelle technologie qui peut être très utile dans certains domaines. Et moi je dis pourquoi pas. Je veux dire, je compare ça, moi j'ai vécu l'arrivée du numérique avec les grandes peurs dans les années 2000 de l'arrivée du numérique en disant oui, la photographie c'est terminé. Quand on fait un constat 20 ans plus tard, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui photographient. Il y a d'excellentes photographies qui sont réalisées avec les photos numériques. Voilà. Alors l'IA c'est l'histoire de contrôle et puis après aussi il y a la question de savoir des questions de droit, des droits d'auteur. Alors certaines marques commencent à mettre sur la photo une façon, je pense à Leica par exemple, une façon de marquer les photos et de l'origine même de la photo. Ça me fait un petit peu sourire parce que l'application, quand la photo est publiée en matière ou imprimée, après, c'est extrêmement difficile de prouver. Les droits d'auteur peuvent être extrêmement bafoués à ce moment-là. Hein. Donc les moyens pour limiter ça, c'est extrêmement difficile. Alors il faut que les photographies soient suffisamment connues et distinctes pour que l'originalité soit préservée et que les droits d'auteur aussi. Et si on regarde par un objectif, entre guillemets, honnêteté et entre guillemets l'éthique, est-ce que c'est le photographe doit indiquer que ces travaux qu'ils ont réalisés par l'aide d'intelligence artificielle ou non? Et là-bas, comme on dit, pour aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est une œuvre partagée entre X et intelligence artificielle? Parce que c'est là-bas, c'est pas la même chose qu'on choisit, on photographie, etc. On donne quelques mots-clés, et comme on dit, l'intelligence artificielle qui fait un ensemble. Ou bien, est-ce qu'on peut parler d'une photographie d'intelligence artificielle à part, en enregistrant ton nom, par exemple, parce que tu es derrière aussi? Oui, alors, la question s'est posée, il y a un photographe, je ne sais plus son nom, qui a fait un petit peu scandale il y a déjà 2-3 ans de ça, peut-être même avant le Covid, en publiant un livre
sur des photographies qu'il avait prises dans un pays. Et il avait pris des photos. Et avec l'intelligence artificielle, il avait placé des gens sur ces photos. Donc c'était des personnes qui n'avaient aucune existence. Et il a présenté ça à un grand festival de reportage, je crois que c'est celui de Perpignan. Voilà. Et les photos ont été saluées comme étant extraordinaires d'un reporter. Voilà. Et lui-même avait indiqué dans la publication de ces photos que tout était faux. Que les personnes n'existaient pas, que toute l'intelligence artificielle avait créé véritablement ces photos. Et beaucoup de personnes ont eu du mal à le croire. Donc c'est vrai que la question est posée. Mais moi ce que je vois, alors l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui sont dans les boîtiers voilà, parce qu'à partir du moment où on commence à prendre du numérique, il y a un processeur, il y a une intelligence artificielle qui commence à faire la balance des blancs, qui va changer les couleurs. On peut avec l'intelligence artificielle d'un boîtier, elle commence déjà là, l'intelligence artificielle. Après, elle commence aussi avec, elle continue avec les logiciels qui permettent de changer. Alors, est-ce qu'on doit l'indiquer qu'on a travaillé avec l'intelligence artificielle d'un logiciel, des processeurs qui sont de plus en plus performants? Est-ce qu'on doit l'indiquer? Non, je ne pense pas. Voilà, le travail du photographe a toujours été dans un studio ou dans une chambre noire. Il a jamais, la photographie n'a rien à voir avec la réalité déjà. Non, moi je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est quelque chose qui est... mais au contraire, s'en servir et puis bien maîtriser les choses. Et puis, bon, il y aura des débordements, bien entendu. On l'a déjà vu, hein, certaines photos qui ont reçu des prix de photographie qui finalement étaient réalisées avec l'intelligence artificielle qui elle-même composait la photographie. Celui qui présente ça, je dirais, a eu l'idée de le faire aussi. Donc, quelque part, c'est sa création, même s'il laisse à l'intelligence artificielle le fait de le construire. Et sans oublier, j'ai oublié la question, en fait, tes premiers appareils, c'était quoi? Ah oui. Alors, j'ai eu plusieurs appareils photo étant jeune, étant adolescent, mais là où véritablement j'ai acheté mon premier appareil photo, c'était bien sûr un argentique, c'était un Canon A1, voilà, que j'ai acheté à la suite d'une exposition. Je suis allé voir une exposition de photographie d'un grand photographe français qui est Édouard Bouba, et j'étais tellement ému par cette exposition que j'ai décidé de me mettre plus sérieusement à la photographie. Donc jusqu'à présent, j'avais des petits appareils photo qui me rendaient bien service, mais pas très sophistiqués, et j'ai décidé de travailler l'été pour m'offrir ce Canon qui venait de sortir. C'était quelle année? 1979. Donc ça remonte à pas mal d'années. Voilà, j'ai pris pas mal de photos. Et alors comme j'étais au Beaux-Arts à l'époque, je faisais des photos souvent floues, c'est-à-dire avec des vitesses lentes. Voilà, non pas que la mise au point était, mais c'était surtout les vitesses lentes, donc il y avait une sorte de flou bougé. C'était exprès. Voilà, mais mes professeurs de photographie à l'époque étaient un petit peu horrifiés. Ils ne comprenaient pas que j'arrivais pas à avoir des photos nettes. Voilà, avec cet appareil photo. Bon, après, j'ai eu d'autres appareils photo et bien sûr, dans les années 2000, j'ai commencé à travailler avec des appareils numériques. Ce qui est incroyable, en fait, chaque fois que je te vois, tu es une seule personne que je connais qui suit les progrès technologiques. Chaque fois qu'on me dit avec un nouvel appareil, avec un nouvel accessoire, avec un nouvel appareil, comment tu peux suivre tout ça? Ça aussi, c'est un type de curiosité déjà. Oui, donc, une curiosité, et tu les utilises aussi. Donc, oui. Et puis la technologie m'a toujours intéressé d'une manière, les évolutions technologiques. Et puis mais je suis également, je suis absolument, très intéressé aussi par le passé. J'ai une collection d'appareils photo anciens, argentiques, de Polaroid, comme je le disais. Et puis j'ai des appareils numériques, c'est vrai, que j'aime beaucoup. Voilà. Tu es un collectionneur aussi? Un peu collectionneur d'appareils, oui. C'est pas seulement les appareils, ça veut dire c'est comme des œuvres d'art aussi. Oui, alors là, la collection d'art, c'est oui aussi. Tu peux parler aussi un petit peu en tant que collectionneur. Je suis un petit collectionneur. Hein. Voilà, j'ai
pas mal de... Combien d'œuvres d'art qui est dans ta collection? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. 500, 1000, 2000? Non, pas tant. Non, pas tant, parce que non, il faut les montrer. Il faut pas que ça reste dans des cartons. Donc finalement, j'en ai quelques-unes, on va dire, dans la maison. Voilà, il faut vivre avec les œuvres d'art. Hein. Il faut pas seulement les mettre dans des cartons ou dans des boîtes. Non, il faut les sortir, il faut vivre avec. C'est très important. Dans les réseaux sociaux, les images que tu partages, tu trouves d'où toutes ces images-là? Alors sur Internet, et puis alors je suis collectionneur, mais j'ai également une très grande librairie qui commence d'ailleurs à prendre un peu trop d'importance selon ma famille. Voilà, donc j'ai beaucoup de catalogues, beaucoup de choses, même des catalogues maintenant qui sont introuvables. Donc c'est des éléments où je puise bien sûr des images, voilà, et puis Internet offre énormément d'images, Internet se renouvelant sans cesse, hein, donc on a accès à énormément de données, d'images qui viennent des collections privées, qui viennent des ventes, qui viennent des musées également. C'est assez extraordinaire. Par rapport à cette activité sur Facebook, alors c'est vrai que je publie beaucoup d'images. J'insiste sur le terme image, c'est pas forcément parce qu'il y a aussi bien des peintures, des dessins, mais tout ça pour dire aussi que ce qui est important, c'est que pour moi, pourquoi je le fais, c'est pour inviter les personnes à aller voir les œuvres dans la réalité. Il ne faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram ou autres, les images ne sont que virtuelles. Elles ne reflètent absolument en rien la peinture, le dessin. Il faut aller voir les choses en réalité. Voilà, ça c'est extrêmement important. Donc les images que je peux trouver, c'est quelques milliers de pixels, mais ça n'a rien à voir avec la peinture qui peut faire 2-3 mètres de haut. Voilà. Donc il faut mieux faire face à la peinture, aller voir les artistes, les photographes aussi, la photographie aussi. Rien de tel qu'une photographie qui est imprimée aussi. Voilà. Merci beaucoup Pascal. Merci.